アメジストの怪しい輝き、アルベリッヒよ。お前にはデルタ星メグレスのゴッドローブを与える。L'occasion de revenir sur les God Warriors à travers le flamboyant Albéric de Maigret, car j'avais très envie de revenir sur son cas. Alors que les 12 Gold brillent chez les fans et dans les ventes de jouets en 1987, un nouveau groupe d'antagonistes est constitué par la Toei Animation pour occuper le terrain de nos héros. Chez les Gold Saints, un personnage apparaît comme totalement maléfique, et ça, Death Mask a plutôt bien fonctionné chez les fans, à travers son caractère totalement opposé à celui de Shiryu. Il fallait donc créer un antagoniste de la même trempe sans trop en faire un clone, même si dans les textes de brouillon de Takao Koyama, il était déjà indiqué que ce God Warrior ressemblerait sur le plan émotionnel à Death Mask. Il y avait également 2-3 similitudes entre Thor et Aldébaran. Les deux colosses prennent notamment leurs pieds à piétiner, haha, Seiya et mettre KO d'un seul coup ses amis. Toutefois, hormis le côté salopard qui assume totalement, la ressemblance entre Death Mask et Albéric s'arrête là. Malgré ses nombreux défauts, le saint du cancer reste persuadé d'être un chevalier d'Athéna, agissant au nom de la justice, du moins sa conception bien particulière de la justice. Ok. Il n'envisage à aucun moment de prendre le pouvoir, pas plus qu'il utilise de méthodes déloyales pour affronter ses adversaires. Et surtout, on ne ressent pas chez Death Mask cette énorme frustration tellement perceptible chez l'Asgardien. Car oui, Albéric est avant tout un frustré qui estime ne pas être apprécié à sa juste valeur, tel est le cliché de l'intello chétif au lycée qui jalouse le sportif de la classe hyper populaire auprès de la gente féminine. Albéric, le gringalet, jalouse Siegfried, grand et athlétique. Il souffre clairement du short guy complexe qui a quelque chose à prouver au monde entier. Dans la mythologie nordique, Albéric est représenté comme le roi des nains, supposé protéger le trésor des Nibelungen. Sa godrobe symbolise les cristaux et autres gemmes précieuses du royaume des nains, et les crânes sont ceux de tous les malheureux qui ont succombé en tentant de s'emparer de ce fameux trésor. Et ce lien très évident, les scénaristes vont s'en servir. De par les origines mythologiques de ce personnage, il aurait été en effet très dommage qu'Albéric ignore l'existence de l'anneau des Nibelungen. Il éprouve de la jalousie et de la rancœur envers Siegfried, ce qui est un clin d'œil au fait que dans la mythologie, Siegfried avait combattu Albéric qui lui prenait alors son trésor et sa cape d'invisibilité. Ouais, pas cool. Une erreur est toutefois palpable dans la série car dans l'épisode 78, le scénariste Takao Koyama donne un semblant de complicité à ces deux personnages. Pour sa voix, la firme fera de nouveau appel à Shigeru Nakahara, bien connu pour être la voix de numéro 17, et confère au personnage toute la perfidie dont il avait besoin, tout en gardant une voix angeleuse et suave. Tu n'as pas le choix. Chevalier, regarde l'épée flamboyante, c'est elle qui va t'envoyer au royaume des morts. L'épée flamboyante? En VF, Éric Legrand prend un ton nasillard qui préfigure déjà Vegeta, chose qu'on pouvait déjà entendre à travers Shiva. Tu ne sais même pas qui c'est. Et qui colle à merveille au personnage. Pour le plus grand plaisir des fans de la VF, il reprendra en 2008 cette voix si particulière pour doubler le teaser de l'épisode 87 à l'occasion de la sortie des coffrets DVD Collector. Se dresse devant moi, c'est le perfide Albéric de Maigret, guerrier divin de Delta. Et de son rire narquois, il me souhaite la bienvenue dans... Le cimetière d'Améthyste. Pour revenir à sa godrobe, le staff avait révélé dans le livret DVD japonais que la robe d'Odin était basée sur un brouillon de celle d'Albéric. Et je mets une théorie que si l'épée Hononoken est différente de celle d'Url dans le second film, c'est également pour l'éloigner du design de l'épée de Balmung, qui pour le coup ressemble clairement à l'épée d'Url. Albéric arrive après Mime et outre l'arrogance du personnage, celui-ci indique vouloir utiliser la ruse face à ses adversaires. La démarche est alors intrigante et, idée de génie, le scénario le fait affronter Marine qui est arrivée secrètement dans le royaume d'Asgard. Et là, c'est très intéressant ce que nous voyons car
Albéric n'est pas impressionnant ou tout du moins pas très robuste. À l'image du nain du même nom dans la mythologie nordique, Albéric est le plus petit et le plus frêle des God Warriors. On pourrait penser que c'est un moment de bravoure pour Marine, elle qui combat finalement assez peu dans l'animé, et les combats sont rarement en sa faveur en plus, mais en fait cela fait partie de la thématique autour d'Albéric qui compense ses faiblesses physiques par de la fourberie et de la ruse. De même qu'on lui a adjoint la terrible technique de l'améthyste Shield. Alors la technique, son exécution pourrait rappeler la technique bien efficace du prêtre d'Herbal, l'Odin Shield, avec lequel il capturait ainsi Athéna. Le combat avec Seiya, alors nous sommes en 2023, eh bien je crois que c'est encore à ce jour un de mes combats préférés de ce personnage, car devant la bassesse de son adversaire, c'est un Seiya bien différent, sans commune mesure avec ce qu'on peut voir de lui dans la série ou même à travers le 3e film où le personnage était désemparé par rapport à la mort d'Athéna. Là, Albéric touche à ce qu'il a de plus sacré en lui, son mentor et surtout celle qui croit encore être sa sœur. Alors bon, bien sûr, aujourd'hui, Kurumada a révélé la véritable sœur de Seiya, mais à l'époque, c'était établi que c'était Marine. Et si au début le combat prend à contre-pied les autres, alors vous savez, Seiya fait les frais de son adversaire pendant un long moment et hop, il parvient à intensifier son cosmos et voilà, et bah là non. Dès le premier coup, Seiya voit en Albéric un God Warrior bien faiblard, une idée ma foi brillante, mais ce qui le rend dangereux, c'est sa ruse et la prise d'otage qu'il va commencer à créer. Le personnage ment qui plus est, car il indique que s'il meurt, Marine ne sera jamais délivré. On comprendra plus tard que c'était faux. Le combat est très efficace car dès qu'Albéric se sent en difficulté, il fait vaciller l'esprit de Seiya qui lui fait remarquer qu'il combat déloyalement. Yoga prend le relais et est semble-t-il en apparence l'homme de la situation. Et oui, car quand on voit le Nonokan, on se dit bon bah voilà, c'est Yoga qui va s'en occuper, c'est pour lui que s'adressait cette arme. C'est à moitié vrai car en réalité, Yoga parvient effectivement à neutraliser l'épée mais de manière très provisoire. Alors au passage, j'adore l'animation du God Warrior lorsqu'il tente à plusieurs fois rallumer son épée. On apprend par l'intermédiaire du sein du cygne que le God Warrior gardait une dernière technique bien au chaud, qui semble être réalisable dans un endroit bien précis de la forêt où il se situe, le Nature Unity, qui rappellera les origines elfiques du personnage d'Albéric, et il met ainsi au tapis Yoga, et c'est là qu'apparaît Shiryu. Alors déjà, Kazuhito Kikuchi aime beaucoup le personnage de Shiryu, d'où cette mise en avant. Dans les faits, si cette partie avait été mise dans les mains de Masami Kurumada, il ne fait aucun doute que le choix se serait plutôt porté sur Ikki, qui a l'habitude de vaincre les adversaires hors de portée des autres. Mais ici, c'est Shiryu, et cela se reproduira face à Siegfried où il débloque la situation. Bref, c'est son âge d'or, mais je radote. Et là, le scénario va faire évoluer le combat d'une toute autre manière. Albéric, qui profitait d'avoir des otages pour déstabiliser ses adversaires, retente le coup avec Shiryu, mais avec un peu moins de succès. Shiryu est certes réceptif à ses provocations, mais elle marche de manière provisoire. Par ailleurs, le God Warrior a un compte à régler avec ce que représente le sein du dragon, son ancêtre Albéric, 13e du nom, ayant été jadis vaincu par Doko. Shiryu parviendra à ne faire plus qu'un avec la nature via les conseils avisés de son maître. S'ensuit donc une animation de Shiryu se concentrant qui sera répétée 4 fois dans l'épisode 90. Et ça, je ne pourrais pas vous le cacher très longtemps, mais je n'aime pas beaucoup la dernière partie du combat d'Albéric qui se révèle être assez répétitif. Néanmoins, c'est à ce moment-là qu'on nous révèle un flashback où Albéric apprend l'existence de l'épée de Balmung. Mais hélas, pour invoquer les 7 dragons, les 7 saphirs d'Odin, bref, Odin devait réveiller les 7 guerriers. Et l'apparition de l'anneau des Nibelungen est une bonne nouvelle pour lui. Le rusé God Warrior veut profiter de cette guerre pour s'emparer de l'épée de Balmung. Un plan démesuré. Et encore aujourd'hui, on se questionne quant à savoir comment il aurait géré Sid et Siegfried à lui seul. Mais avec de la ruse, pourquoi pas ? L'autre élément notable, puisqu'on est sur des scènes hors bataille, c'est bien sûr le moment où Hilda est manipulée par Poséidon. Et contre toute attente, Albéric était présent. La scène est intéressante car, au fond, Albéric aurait pu d'emblée faire annuler cette bataille s'il avait révélé à ses compagnons cette odieuse machination. Mais non, il n'en fera rien au nom de ses ambitions démesurées. Alors, petite anecdote au passage, dans la mythologie nordique, Odin sacrifie son œil droit en échange de la sagesse et de la connaissance.
Par ce biais, il aura le don de prophétie et saura que la grande bataille du Ragnarok, le crépuscule des dieux, verra la fin du monde. L'œil droit d'Alberic est en permanence caché par une mèche de cheveux, et à l'instar d'Odin, Borgne, il est celui qui sait qu'Asgard court à sa perte et risque d'être détruite. Bien vu le staff, bien vu. Arrive la scène du fantasme d'Alberic où il s'imagine très bien tuer Hilda de Polaris avec l'épée de Balmung. La série fit le choix d'utiliser le thème d'ouverture du second film et elle se marie très bien avec la scène. Le combat se fera avec des attaques psychologiques encore et toujours et Shiryu sera révolté des plans de son adversaire et contre toute attente, le Rosan Sho Ryua annulera l'améthyste Shield. Pourquoi? Comment? Eh bien parce que Shiryu a analysé sa technique et la contre avec le Rosan Sho Ryua, comprenant qu'Alberic était incapable d'utiliser simultanément Nature Unity et l'améthyste Shield. Shiryu se déjoue de son adversaire par une ruse puisqu'il faisait semblant de déposer les armes. Ce qui me chagrine dans ce combat, c'est qu'au début, il était indiqué que le God Warrior de Delta était largement moins impressionnant que ses pairs sur le plan martial. Puis en fait, non. Face à Seiya, il fait intervenir le Hononoken, qui le fait devenir bien plus dangereux. S'ajoute face à Yoga la technique Unity, qui est intéressante sur le papier, mais hélas très répétitive. Mais cela dit, ces techniques étaient là pour éviter de rendre répétitifs les combats de Seiya, Yoga et Shiryu. Outre cela, Alberic dispose d'une caractéristique assez intéressante à analyser aujourd'hui, c'est celui sur le taux d'audience de ses épisodes. Les taux d'audience de la chaîne TV Asahi avaient été révélés il y a fort longtemps et je ne sais pas si pour vous l'épisode où Yoga est malmené par Alberic est l'un de vos favoris, mais ce n'était clairement pas un épisode attendu chez les fans japonais car c'est la plus mauvaise audience de la série avec 5,4% d'audience. L'épisode d'avant lui était à 6,5%. Il y avait vraiment une chute d'audience sur Alberic contrairement aux épisodes de Mime où le taux était de 9% en moyenne. Peut-être que le personnage ne plaisait guère aux japonais, que le combat était trop long, il s'agissait en effet du troisième épisode sur les 4, ou bien peut-être qu'Alberic a payé pour les autres, car les personnages ne parlaient guère aux fans. Bref, on peut se poser pas mal de questions. Pour les curieux, la meilleure audience sur Saint Seiya au Japon, c'était en 1987 via l'épisode 51. Beaucoup ont souvent associé l'échec du troisième film au cinéma qui ne semble pas avoir si bien marché par la diffusion en parallèle des épisodes d'Alberic. Bon alors moi je pense que le succès du film Akira a tout balayé, mais... On ne connaît pas très bien le rapport de Masami Kurumada avec l'arc Asgard, même si je persiste à penser qu'il a repris la scène où Mime fait questionner le pauvre Shun à une scène bien précise où Lune fait de même. Mais en tout cas, il est intéressant de constater que le descendant de Deathmask, à savoir Destol, lui aussi un roublard, mais avec du cœur cette fois, enferme également ses opposants. Est-ce que la boucle serait bouclée? Au fond de moi, je me dis toujours que si Alberic avait été une création de Masami Kurumada, le personnage n'aurait pas été aussi élégant, car les personnages ambitieux et lâches se retrouvent souvent avec des visages parfois grotesques. Et il faut rappeler que l'adaptation animée avait rendu beaucoup plus classe Deathmask de ce qu'on voyait de lui dans le manga. Quoi qu'il en soit, par son côté avorton et gris, qui veut prouver coûte que coûte qu'il est le meilleur, Alberic est un personnage intéressant dans l'univers de Saint Seiya. Et d'un certain côté, on serait presque tenté de le plaindre. Enfin, juste un peu. Voilà en tout cas pour cette chronique, j'espère que vous aurez aimé et à très bientôt. Salut!